un peu d'histoire. L'inventeur de ce tableau est Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, chimiste russe. Le tableau qui a créé a marqué l'histoire de la chimie. Ce tableau est un symbole pour la science. On le retrouve dans tous les laboratoires, dans les salles de classe de physique, chimie et dans tous les lieux pratiquant les sciences. La mère de Dmitri Mendeleïev, Maria Mendeleïev, va inscrire son fils de 15 ans à l'université. Par la suite, Dmitri Mendeleïev a eu du retard pour finir son manuel de chimie, et c'est là où il a eu l'idée de créer la loi périodique qui par la suite a donné naissance au tableau périodique. En 1869, le tableau était quasiment vide, seuls 63 éléments étaient présents en ce temps-là. Le tableau périodique continue d'être chargé au cours des années et même à ce jour il continue à accueillir de nouveaux éléments chimiques. Bien avant Mendeleïev, des lois qui ont intégré la classification périodique. En 1817, Johann Dobrainer, chimiste russe, qui établit un rapport entre la masse atomique des éléments chimiques et leurs propriétés, et en 1865, John Alexander Newland crée la loi des octets. Avant de rentrer dans les détails des prérequis sont essentiels au niveau des atomes. Un atome est ce qui compose les molécules, donc les molécules sont des ensembles d'atomes. La taille d'un atome est de 10 puissance moins 10 mètres. Dans un atome on trouve des orbites auxquelles des électrons tournent autour d'un noyau appelé nucléon, et dans ce noyau on trouve des protons et des neutrons. Les électrons qui gravitent autour du noyau sont négativement chargés. Dans le noyau on trouve des protons positivement chargés et des neutrons qui ont une charge neutre comme leur nom l'indique. La taille des neutrons, protons et électrons est d'environ 10 puissance moins 15 mètres. À quoi sert le tableau périodique des éléments chimiques? Ce tableau classe tous les éléments chimiques découverts jusqu'à maintenant. Il les classe en fonction de leur masse atomique et de leurs propriétés chimiques, mais aussi en fonction de leur configuration électronique. Les éléments figurant sur ce tableau sont tous des atomes à l'état initial. Cela veut dire que ce n'est pas des ions, donc ils n'ont ni perdu, ni gagné d'électrons. On les retrouve comme cela à l'état naturel. Avec tous ces atomes on peut constituer toutes les molécules qui composent l'univers, et sur Terre. Lecture d'un tableau périodique. Pour chaque élément du tableau périodique, le symbole de l'élément est indiqué au milieu de la case notée X. Ensuite, en dessous du symbole, on trouve le nom de l'élément chimique. En haut à gauche, généralement, on trouve le numéro atomique noté Z. Cela équivaut au nombre de protons d'un atome. Le nombre de masses atomiques noté à cela représente le nombre de nucléons. Par exemple, l'oxygène a le nombre 16 comme masse atomique, donc cet atome a 8 protons et 8 neutrons dans son noyau. Si on fait 8 plus 8, on trouve bien 16, donc sa masse atomique est de 16. Les éléments sont classés de la masse atomique la plus légère à la plus lourde. Ensuite, la loi de Bohr qui dit quand une couche est saturée, on change de couche. Les isotopes sont des atomes possédant le même nombre d'électrons et de protons mais un nombre de neutrons différent. Il existe 325 isotopes naturels comme le carbone 12 et le carbone 14 et 12 000 isotopes artificiels, comme l'uranium qui a 17 isotopes artificiels synthétisés dans les laboratoires. Seul l'uranium 238 et 235 qui en 146 et 143 neutrons sont présents naturellement dans la nature. Donc pour les atomes artificiels, des neutrons ont été enlevés ou ajoutés en laboratoire. Loi de Niels Bohr s'intéresse aux différentes couches des atomes qui représentent chaque ligne du tableau périodique qui représente une période. Cette période nommée K, L, M, N, O, P, Q. Voir le tableau qui s'affiche. À chaque fois qu'une période est remplie, on passe à la période du dessous. La loi de Lewis représente les électrons de la dernière couche électronique. En forme des couples d'électrons par des traits ou des électrons dits célibataires par des points. Cela permet de voir si une liaison entre atomes est possible, soit des doubles liants ou une liaison covalente. Les non-métaux sont des éléments qui n'ont pas les propriétés d'un métal. Ils sont de mauvais conducteurs électriques mais aussi fragiles et aussi des mauvais conducteurs thermiques chimiquement.
Cet élément ne réagisse pas avec les acides et forme des anions. Exemple de non-métaux: soufre, carbone, phosphore, fluor, iode, chlore. Les métaux alcalins, ils ont la propriété d'être très réactifs, ils forment des cations, ils ont une faible dureté. Attention, ces éléments réagissent très vite avec humidité, il est conseillé de les conserver dans de l'huile minérale. Les métaux alcalino-terreux, ils sont généralement de couleur blanche, assez brillants. Ils sont réactifs à température et pression ambiante, électroniquement ce sont des cations divalents. Les métaux de transition, cette série comporte 38 éléments chimiques faisant partie des groupes 3 à 12. La particularité est la densité et une température de fusion et vaporisation élevée, particulièrement le groupe 12 a une température de fusion assez faible. Ces métaux peuvent former des ions avec des états d'oxydation très variés. Les métaux pauvres à part l'aluminium ont la particularité d'être mous. Ils ont une température de fusion et d'ébullition inférieure à celle des métaux de transition, et une électronégativité élevée que les métalloïdes de même période. Leur température d'ébullition est très élevée. Les métalloïdes sont des éléments qui n'ont pas pu intégrer la famille des métaux et les non-métaux. Ils ont des propriétés intermédiaires entre les métaux et les non-métaux. Les métalloïdes sont caractérisés par leur oxydation, amphotère. Cela veut dire que le comportement réactionnel peut prendre la forme d'une base ou d'un acide. Les halogènes, ce sont des éléments chimiques de la colonne 17, l'astate et TNS sont très radioactifs. Le TNS est un élément synthétique, la particularité des halogènes, ils sont particulièrement électronégatifs. Ils sont très réactifs, le fluor est plus réactif d'entre eux, les halogènes formant des composés avec tous les autres éléments chimiques à part l'hélium et le néon. Les gaz nobles appelés aussi gaz rares, les éléments du groupe 18. Ils sont tous monoatomiques qui signifie un atome qui gagne un ou plusieurs électrons sur sa couche externe. Les gaz nobles ont la particularité d'être stables, ces gaz ont une grande inertie chimique. Les lanthanides, ou terres rares, sont des éléments chimiques du groupe des métaux. Ces éléments ont la particularité de brûler dans l'air. La température de fusion et d'ébullition est élevée. La réaction est assez violente avec les non-métaux. Plus leur numéro atomique est élevé, plus ils durcissent. Les actinides ont la propriété d'être très radioactifs, leur nombre de valence est variable, ces éléments sont tout fissiles, en neutrons rapides et d'autres en neutrons thermiques. L'uranium, le thorium et le plutonium sont les actinides les plus présents sur Terre. L'uranium et le thorium, on les trouve naturellement sur Terre, on dit qu'ils sont primordiaux, tandis que le plutonium est un élément synthétisé par l'industrie nucléaire. Règle du Dewey, un atome ou ion est stable si la couche K correspond à la couche externe et comporte 2 électrons. Règle de l'octet, un atome ou un ion est stable si la couche L ou la couche M correspond à la couche externe et comporte 8 électrons. Merci de votre attention.